Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 45e numéro du coin lecture. L'auteur à l'honneur aujourd'hui est Jean-Pierre Antoine. Né en 1958 dans les Vosges, il vit aujourd'hui à Salviac dans le Lot. Jean-Pierre Antoine a fait carrière comme directeur informatique et il consacre désormais sa retraite à l'écriture de romans de fantasy. À ce titre, il était présent à la première édition du festival Science-Fiction Fantastique et Fantasy en Périgord qui s'est tenu début juin à Coulommiers-Chamiers. Je vous propose de découvrir 2 extraits de sa saga Le voile d'éternité. Bonne écoute. Le pacte avec le démon. Extrait du voile d'éternité, tome 1. Face au volcan, Hildagor était perplexe. Rien ne semblait vivant à des kilomètres à la ronde. Des fumerolles répandaient dans l'air cette odeur d'œuf pourri caractéristique des émanations de soufre. Des geysers arrosaient le sol d'une eau saumâtre et brûlante. Quelques coulées de lave serpentaient jusqu'à la naissance de la plaine. Pas un chemin, pas le moindre endroit où passer. Sous ses pieds, il sentait la terre trembler et entendait les incessants borborigmes du monstre de feu. Il supposa que sa rencontre avec Alastor se déroulerait à proximité du cratère, mais rien n'était moins sûr. « Que penses-tu du paysage ? Impressionnant et magnifique, non ?» Ne lui laissant pas le temps de répondre, Caïm désigna un grand rocher qui paraissait planté dans un océan de lave. « C'est là que nous allons. » « Mais il n'y a aucun passage. Regarde bien, une étroite bande de terre traverse l'incandescence. Oui, je vois, cependant, il ne me semble pas possible de l'emprunter sans être transformé en torche vivante. Fais-moi confiance et suis-moi. » Il ordonna à un orque de les accompagner, et tous 3 s'engagèrent sur l'étroit sentier. La chaleur était torride. Il fallait redoubler d'attention pour ne pas déraper sur le sol vitrifié, rendu aussi glissant qu'une surface gelée. Au pied du rocher, une ouverture permettait de pénétrer dans les profondeurs du volcan. Un couloir rectiligne orientait les 3 intrépides vers le centre, en direction du cratère. À quelques centaines de pas, la galerie s'arrêtait au bord d'une falaise. Au fond bouillonnait un lac de lave. Les reflets rouges et orangés obligeaient à cligner des yeux, tant l'intensité était forte. Sans préambule, Caïm précipita le garde au cœur de ce chaudron infernal. Son cri de terreur se répercuta sur les parois, puis il disparut, englouti par le magma en fusion. Hildagor eut le temps de voir sa chair se craqueler, laissant son squelette apparaître une ultime seconde, avant qu'il ne se dissolve dans l'incandescence. Alastor demande toujours un sacrifice pour paraître. Maintenant, regarde bien. La lave en fusion se mit à bouillonner, dessinant un visage. Aussitôt, l'elfe noir mit un genou à terre, imité par le magicien. Les minutes s'écoulèrent, puis une voix caverneuse se fit entendre. « Bonjour et bienvenue, Hildagor. Tu sais qui je suis. » « Oui, Caïm m'a parlé de vous. Vous êtes Alastor. »« Pour toi, ce sera Seigneur Alastor, ton maître. » »« J'en prends acte. Qu'attendez-vous de moi ? Pourquoi m'avoir fait venir ? » ?»« Tu poses beaucoup de questions, et je vais y répondre. Auparavant, je veux un gage de ta loyauté. » »« Tout ce que vous voudrez. Je suis prête à vous jurer allégeance. » »« C'est un bon début. Mais ce ne sont que des paroles. J'ai besoin d'un acte fort. »« Ordonnez. Je vous obéirai. »« Viens me rejoindre. Saute du bord de la falaise. » »« Si je fais cela, je vais y laisser ma vie, et je ne vous serai plus d'aucune utilité. » »« Peut-être. Cependant,
Si tu ne le tentes pas, tu ne sauras jamais. » Pris de court, affolé et le cœur battant la chamade, Hildagor chercha un soutien dans le regard de Caïm. Celui-ci ne leva pas les yeux, prostré, révélant un état semi-hypnotique. Se sentant piégé, il se dit que sa dernière heure était venue. Il n'avait plus le choix. Il enjamba le bord du gouffre et se laissa tomber au cœur du bouillon ardent. Aussitôt, il perçut une puissance incommensurable prendre possession de son corps. Ses os craquèrent, il se sentit grandir, ses muscles se fortifièrent. Il eut conscience qu'une force prodigieuse se répandait dans tout son être. Le processus ne s'arrêta pas aux aspects physiques. Son esprit s'ouvrit, prêt à assimiler l'intégralité de ce que son maître voudrait y déverser. Durant ce qui lui sembla un laps de temps très bref, il emmagasina des millénaires d'histoires, des milliers de formules magiques prononcées dans une langue qu'il n'avait jamais entendue, mais qu'il comprenait parfaitement. Il entrevit le monde d'origine du démon. Une terre de feu et de lave, perdue au fond d'une galaxie lointaine, gravitant autour d'un soleil ardent. Il revécut les combats spatiaux, alors que le peuple d'Alastor affrontait des êtres paraissant faits de lumière, qu'il identifia comme des elfes. De ses yeux, il assista à la destruction réciproque des immenses flottes des belligérants. Dans un ultime flash, il vit le dernier démon s'échapper à bord d'une capsule de sauvetage. Il reconnut Alastor. Un gigantesque vaisseau elfique, bien que très abîmé, dérivait dans le vide intersidéral. Enfin, il eut la vision de son seigneur, arrivant sur une planète bleue, encore jeune, peuplée de créatures cauchemardesques, se réfugiant au sein d'un volcan, ce qui se rapprochait le plus de son habitat d'origine. Ce fut ensuite une longue période de sommeil, à attendre que ce monde primitif évolue. Il observa quelques siècles plus tard le crash de l'immense navire amiral elfe qu'il avait précédemment vu à la dérive. L'impact provoqua un tel séisme que la plupart des créatures monstrueuses qui peuplaient ce monde disparurent. Le vaisseau dut maintenir ses occupants en hibernation durant des millions d'années avant que des conditions de vie acceptables soient réunies sur Terre. Alastor ne put que contempler l'installation de ces elfes tant haïs qui, au fil des siècles, s'adaptèrent à la vie de leur nouvelle planète, devenant un peuple puissant. C'en était trop pour Hildagor. Il perdit connaissance. Quand il ouvrit les yeux, de retour au bord de la falaise, il vit, stupéfait, que Caïm se prosternait devant lui. Il se sentait grandi, fort, puissant, invulnérable. La voix d'Alastor se fit alors entendre. « Désormais, tu n'es plus Hildagor, tu te nommeras Bélial, le magicien noir, et ce nom sera craint. Tu commanderas en mon nom, et tous t'obéiront. Les elfes noirs seront tes gouverneurs et tes officiers. Les orques, les gobelins et les trolls formeront tes armées. Tu n'as qu'un objectif, détruire jusqu'au dernier cette horrible engeance que l'on nomme aujourd'hui elfe. Tu élimineras ceux qui oseront se mettre en travers de ton chemin. Qu'ils soient nains, lutins ou humains, rien ne doit te détourner de ta mission. Tu pourras me contacter par la pensée dès que tu en éprouveras le besoin. Tu me tiendras régulièrement informé de tes progrès. Ne te précipite pas, prends le temps de bien préparer tes plans et de former tes bataillons. Va, tu as ma confiance et ma bénédiction. Cependant, n'oublie pas que je connais instantanément toutes tes pensées. Au moindre soupçon de trahison, je te ramènerai à mes côtés, où tu te consumeras dans un océan de douleur, jusqu'à ce que je me lasse de toi, et ça peut prendre des siècles. »
Celui qui désormais se nommait Bélial s'agenouilla une dernière fois devant son maître, puis ressortit avec la pâleur d'un spectre, suivi par un Caïm terrifié par la transformation du magicien. La salle des destins, extrait du Voile d'éternité, tome 2. Après une nuit de repos bien méritée, nos amis décidèrent de tenir conseil afin d'échafauder un plan qui les sortirait de la pénible situation dans laquelle ils se trouvaient. Orlandir prit la parole en premier. « Cette secte est une véritable honte pour les nains. Il nous faut agir sans tarder. »« Je vous rappelle, dit Boagil, qu'ils portent des colliers qui leur permettent de contrer la magie. Il est impossible de les attaquer de front. »« Ce qu'il faudrait, dit là avec son bon sens habituel, c'est réussir à subtiliser ces pendentifs. Ce serait un réel avantage, car nous pourrions user de nos pouvoirs tandis qu'eux en seraient incapables. »« Le problème reste entier. Comment récupérer ces fichus artefacts ? Nous ne sommes que 4 et ils sont 18. Si certains d'entre eux parviennent à conserver ces talismans, notre plan tombe à l'eau. »« Je désapprouve, dit Drawen. Même s'ils étaient plus nombreux que nous et que la magie était neutralisée, ce serait un combat à la loyale, fer contre fer. Je crois qu'en pareille circonstance, nous n'avons pas grand-chose à craindre. »« Vous oubliez simplement qu'ils ont pris nos armes, dit Orlandir. À main nue, face à des haches de guerre, nos chances diminuent considérablement. » Cette réflexion fut suivie d'un silence pesant où chacun tenta de trouver une solution. C'est l'instant que choisit le vieil arbre pour s'adresser à Boagil. « Maître, je suppose que vous recherchez une façon de vous défaire de ces ignobles sorciers. »« En effet. »« J'ai peut-être une idée à vous soumettre. »« Je t'écoute. Dis-nous ton plan. »« Voilà. Il y a très longtemps, j'ai entendu les anciens parler d'un passage secret qui aurait relié les deux vallées. »« Sais-tu où il se situait ? » ?»« Hélas, non. Trop de temps s'est écoulé. Les mémoires se sont effacées. Cependant, une légende persiste chez les plantes, relatant l'existence d'un lieu où rien ne pousse. Ce serait dû à un très vieux sortilège qui dissimulerait quelque chose, mais nous n'en savons pas plus. Avec vos connaissances magiques, vous pourriez sûrement comprendre de quoi il retourne. »« Excellente idée. Peux-tu m'indiquer où se situe l'anomalie en question ? » ?»« Il faut passer de l'autre côté du petit lac, puis escalader la falaise sur une dizaine de mètres pour trouver un méplat vierge de toute végétation. Vous ne pouvez pas vous tromper. » Après que le magicien eut expliqué à ses compagnons la teneur de la conversation qu'il avait eue avec le vieil arbre, ils décidèrent de se rendre à l'endroit indiqué. Comme signalé, le lieu se repère facilement. Une fois sur place, Boagil ressentit effectivement une puissante émanation magique. Drawen confirma qu'il la ressentait lui aussi. Jusqu'au coucher du soleil, les deux elfes tentèrent en vain de se connecter à ce très ancien sortilège afin d'en comprendre le processus. Les charmes élaborés pour protéger le passage étaient d'une telle complexité qu'ils n'arrivaient pas à en dénouer les fils. Ne voulant pas s'avouer vaincu, Boagil demanda à ses compagnons de rejoindre l'autre rive du lac et de le laisser seul. Il souhaitait passer la nuit sur place. Après quelques récriminations, ils consentirent à quitter les lieux. À la tombée du jour, le magicien s'installa le plus confortablement possible sur le méplat et s'endormit. Il connaissait la puissance des rêves et espérait qu'un signe lui serait envoyé pendant son sommeil. Peu avant le lever du soleil, Brigitte lui apparut. « Salut, le lutin qui se prend pour un elfe. »« Ah, maîtresse, si vous saviez à quel point j'ai souhaité votre visite, j'ai besoin d'aide. »« Je suis au courant. La secte de l'aigle couronné s'est réveillée et vous crée des désagréments. »« C'est peu de le dire. Ils veulent notre mort. Ils ont des talismans qui les protègent des sortilèges. »« Foutaise ! Aucune breloque ne peut annihiler la puissance du noble art. Mais écoute bien ce que je vais te révéler.
vous avez toute mon attention. Les artefacts, ainsi que tu les nommes, ne préservent pas de la magie. Ils se contentent de l'absorber. Cependant, elle est toujours présente. Existe-t-il un moyen de neutraliser ces médaillons ? Facile. Il suffit d'envoyer un sort de neutralisation. J'ignore l'existence de ce genre d'incantation. Vous ne m'en avez jamais parlé. Il n'en est pas fait mention dans le voile d'éternité. Voyons, mon garçon, réfléchis un peu. Que fais-tu quand on te lance un sortilège ? Je l'annule si je connais la formule ou je crée une protection. Ne cherche plus, tu as ta réponse. Bien sûr. Personne ne penserait à envoyer un écran pour abriter son adversaire. Il s'agirait d'une ineptie, ce serait contre-productif. Ça reviendrait à l'annulation pure et simple de la magie. Effectivement, un bouclier neutralisera le pouvoir de l'artefact. Ensuite, tu pourras utiliser le noble art à ta guise. Une dernière question. De quelle façon puis-je ôter les protections du lieu où je me trouve ? N'as-tu pas compris ce que je viens de t'expliquer ? Vous voulez dire que le sort qui protège cet endroit agit comme les médaillons ? Je dois te laisser, petit lutin. Bonne chance pour ta quête. Ah, une dernière chose. Ne révèle à personne ce secret. Seuls les magiciens les plus hauts gradés le connaissent. C'est promis. Merci. Aux premières lueurs du soleil, Boagil lança un sort de bouclier sur l'endroit où il se trouvait, et le miracle se produisit. Un passage s'ouvrit au cœur de la roche face à lui. En s'approchant, il comprit qu'il ne s'agissait pas d'un portail, mais d'une illusion qui camouflait l'ouverture d'un tunnel. Il descendit rapidement avertir ses compagnons, et peu de temps après, ils furent tous les quatre devant la paroi sur laquelle Boagil fit apparaître l'entrée secrète. Orlandir fut le premier à s'y engager. Cet accès était incontestablement de nature magique, parfaitement conservé malgré les siècles. Une lueur venue de nulle part éclairait suffisamment les lieux, rendant inutile l'utilisation des torches. Prudemment, le quatuor emprunta le passage vers les entrailles de la terre. Les parois du tunnel étaient lisses, sans aspérité. La couleur gris-argent de la roche faisait penser à de l'acier. L'étrange luminescence bleutée accentuait encore l'aspect métallique du lieu. Ils cheminaient depuis 1 heure lorsqu'ils se trouvèrent face à une porte close faite de véritable métal. Drawen s'apprêtait à l'ouvrir, mais Boagil stoppa son élan. « Arrête ! L'accès est piégé. »« Comment le sais-tu ?»« Un pressentiment. Je ne peux pas l'expliquer. » Le magicien s'approcha du battant et vit une inscription gravée en illyrien. « Par la déesse. C'est la première fois que je vois la langue sacrée utilisée en dehors des recueils de magie. Cet endroit doit dater de milliers d'années. Le plus fou, c'est que les sortilèges soient encore opérants. C'est tout simplement inimaginable. » « Tu arrives à lire ce qui est écrit ? Déchire le voile et l'éternité sera tienne. »« Ça veut dire quoi en clair ?» s'énerva Ila que les énigmes angoissaient toujours. « Je pense que le terme « déchire le voile » signifie « entre ». Concernant l'éternité, je vois 2 traductions possibles, la mort ou une révélation. Mon expérience m'inciterait à valider la première interprétation, dit Drawen avec pessimisme, se souvenant qu'il s'en était fallu de peu qu'il ne touche le piège. Boagil tenta de sonder la magie incorporée au métal de la porte. Une fois de plus, il se heurta à une couche de protection complexe qui masquait le sortilège affecté à cet accès. Se rappelant le secret que lui avait confié Brigitte, il envoya un sort de bouclier sur l'obstacle. Ce dernier se mit à arborer une couleur rouge vif, comme s'il était soumis à une intense chaleur. Au bout de quelques minutes, un claquement se fit entendre et le lourd battant s'ouvrit dans un grincement d'acier torturé. Franchissant le seuil en premier, le magicien pénétra au cœur d'une immense salle et fut stupéfait par ce qu'il vit. Des mannequins à l'effigie de chacun d'entre eux étaient positionnés au centre de la pièce. Des pancartes écrites en illyrien, en elfique et en durinec se trouvaient posées au pied de ces doublures, mentionnant leurs noms. Ils crurent perdre la raison. Cela ne se pouvait. Qui aurait pu savoir, il y a des milliers d'années, que les 4 compagnons découvriraient cette salle ? S'approchant du personnage à son effigie, le magicien tendit la main jusqu'à le toucher.
À ce moment précis, une voix sortit de nulle part et s'exprima en élyrien directement à l'intérieur de son crâne. « Bienvenue, Boagil. Voilà des millénaires que nous attendons ta venue. Il faut impérativement que tu retrouves la bibliothèque d'Ardashir avant la secte de l'aigle couronné. Si tu échouais, ce serait 2000 ans de malheur qui s'abattraient sur ce monde. Afin de t'aider, nous t'offrons les vêtements qui habillent ce mannequin. Ils sont imbibés de magie et tu découvriras leurs secrets au fur et à mesure de ta quête. Note que la main gauche de ton double de cire tient un recueil précieux. Il ne doit en aucun cas être pris par l'ennemi. Une fois que tu l'auras saisi, toi seul seras capable de le lire. Toute autre personne n'y verrait que des feuilles blanches. Si la magie était utilisée pour tenter de percer ses secrets, un sortilège puissant le détruirait, tuant aussitôt le curieux. La voix s'étant tue, les 4 amis se regardèrent, n'osant dire ou faire quoi que ce soit. Comme ils ne comprenaient pas ce qui se passait, ils allaient interroger leur ami quand ils le virent prendre le recueil de magie, puis se déshabiller et enfiler les vêtements portés par le pantin. Ils étaient parfaitement adaptés à sa taille. À son tour, le nain, s'approchant de son effigie, entendit une voix s'exprimant en durinec, la langue de son peuple. « Bienvenue, Orlandir, fils du roi Alamir. Tu as mis Boagil sur la piste des gardiens de l'aigle couronné, et c'est une excellente chose. Tu dois maintenant mettre toute ta force et ta détermination à l'aider à accomplir la lourde tâche qui est la sienne. Utilise l'armure et les armes de ton mannequin. Elles sont chargées de sortilèges qui te rendront quasiment invulnérable. Je te souhaite bonne chance et bon courage. » Comme le magicien précédemment, Orlandir se dévêtit, enfila la tenue qui lui était offerte et se saisit de l'équipement qui lui revenait, une hache à 2 lames, un écu circulaire ainsi qu'une dague. Lorsque l'elfe noir s'approcha à son tour de son double inerte, la voix s'adressa à lui en elfique. « Bienvenue, Drawen. Tu es né en un lieu où le libre arbitre n'existait pas. Ton peuple a chèrement payé sa dissidence vis-à-vis d'Alastor. Cependant, ton intelligence t'a permis de survivre en te mêlant à la foule de ses adorateurs jusqu'à ce que tu aies l'opportunité de déserter. Ainsi, tu as été parfaitement entraîné au combat et à la pratique des arts démoniaques. Tu en connais le prix à payer lors de chaque utilisation et tu n'en abuses pas. Par ailleurs, tu t'es proposé d'assister Boagil. Il en aura grand besoin. Tu deviendras son garde du corps et tu en seras largement récompensé. S'il réussit sa quête, il fera de toi un roi. Pour t'aider dans cette mission, prends ce que porte ton mannequin. Les armes et les vêtements sont ensorcelés et feront de toi le plus redoutable des guerriers. Que la chance t'accompagne. » À son tour, Drawen se dévêtit et enfila l'armure en se saisissant de son arsenal. Un superbe arc, un carquois rempli de flèches, une épée, un écu rectangulaire et une dague. Ce fut enfin à la fille du désert de s'approcher de son mannequin. La voix s'adressa à elle, utilisant la langue des nains qu'elle comprenait parfaitement. « Bienvenue à toi, Illa, héritière d'Omar, maître de Verto. Tu as rejoint le groupe pour guider tes amis au travers de cette immensité aride que l'on nomme Arasa. Ton expérience s'avérera indispensable. Grâce à ton savoir, vous survivrez. Cependant, tu es aussi une redoutable guerrière, et ton aide lors des combats à venir sera souvent déterminante. Tu aimes Boagil, et il t'aimera en retour, même s'il ne le sait pas encore.
ne précipite pas les choses, car sa mission est primordiale. Il lui faut toute sa concentration et son énergie pour la réussir. Mais rassure-toi, le temps de l'amour viendra. Utilise les attributs de ton mannequin, ils sont magiques et te sauveront la vie. Bonne chance. À son tour, la fille du désert se dévêtit et enfila la tenue qui lui était dévolue. Elle récupéra ensuite ses armes, un arc, un carquois, un sabre et une dague. Cependant, elle fut surprise de trouver une gourde pendue à la ceinture de son habit, mais ne s'en formalisa pas. Vêtus de pied en cap et armés, les compagnons reprirent leur progression en suivant le tunnel qui émergea finalement à l'intérieur d'une vaste cavité naturelle non éclairée. Boagil lança un sort de lumière, puis ils progressèrent jusqu'à une porte dérobée qui aboutissait à la réserve qui lui avait servi de refuge alors qu'il était avec la petite souris. Poussant délicatement le battant qui ouvrait sur le couloir de la prison, le magicien vit que la journée déclinait, que le soleil se coucherait bientôt. Il en fit part à ses compagnons qui, d'un commun accord, préférèrent attendre qu'il fasse noir pour bouger. Vous venez d'entendre 2 extraits de la saga Le voile d'éternité de Jean-Pierre Antoine. Le premier tome s'intitule Les origines du mal, Alastor, et le deuxième, Les arcanes de la magie, Boagil. Ils sont publiés aux éditions MVO et vous pouvez vous les procurer par tous les canaux de distribution habituels. C'est tout pour aujourd'hui. Pour me recommander des textes, contactez RLP par mail à l'adresse radiolibresenpérigord@gmail.com ou laissez-moi un message au 05 53 46 80 24 en précisant le nom de l'émission, Le Coin Lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.